Monde. Bonjour tout le monde, on commence à accueillir les participants tout doucement. Est-ce que vous pourriez, avant qu'on commence, si vous m'entendez bien, écrire sur le chat que le son est bien? Bonjour Patricia. Merci. Parfait. Merci Pascal. On va commencer dans une seconde. Bonjour Michel. Bonjour Erwan, bienvenue. Des noms qu'on connaît. Abdoulaye, bonjour. Marie-Ange. Voilà, nous avons 31 participants déjà. J'assume que vous m'entendez bien. Bonjour Paul. Paul Delonois. Très bien, bonjour tout le monde. On va commencer dans une seconde, mais je ne vois pas notre invité. Marc, peut-être tu pourrais connecter ta caméra. Voilà, ça me rend un peu moins seul Je ne voulais dans ce pas mode prendre, hybride. Je ne voulais pas voler le monopole à monsieur le DG. Ah non, c'est toi la star aujourd'hui. Je pense qu'on va commencer. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire organisé par Médecins sans frontières Luxembourg. Je suis Roger Martinez, je suis le directeur général de la section luxembourgeoise de MSF et je serai votre hôte pendant les 45 prochaines minutes si je gère bien mon temps. Donc, normalement, on devait accueillir, on voulait faire un événement présentiel il y a quelques jours et inviter nos donateurs principaux et les plus fidèles ici au Grand-Duché pour un drink pour les souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2022. Et encore une fois, malheureusement, le contexte sanitaire a pris le dessus et a décidé autrement. Donc, on a réfléchi, est-ce qu'on annule, est-ce qu'on reporte? Effectivement, on reportera cet événement présentiel à un meilleur moment de l'année. Mais on s'est dit, il faut quand même, c'est nouvel an, c'est la nouvelle résolution, il y a une nouvelle énergie, des nouvelles idées, nouveaux plans. On s'est dit, il faut organiser quelque chose pour nos supporters. Et nous voilà avec ce webinaire pendant le temps de midi. Donc aujourd'hui, on souhaitait vous proposer un voyage virtuel inévitablement hein, dans ce contexte hybride, et c'est un voyage au cœur des opérations de Médecins sans frontières, au cœur des urgences de Médecins sans frontières. Et pour ça, on a un invité d'exception aujourd'hui, que c'est notre cher collègue, le docteur Marc Biot, qui est directeur des opérations au centre opérationnel de MSF à Bruxelles. Avant de présenter Marc correctement, permettez-moi un petit rappel de ce que c'est Médecins sans frontières aujourd'hui. Donc, comme vous savez, nous sommes un mouvement humanitaire qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, il y a juste un mois presque. Et je pense qu'on n'a pas laissé une seule personne au Grand-Duché de Luxembourg sans avoir entendu que c'était notre anniversaire avec tout le bruit médiatique qu'on a fait, la visite de notre président international et tous les événements. Et puis actuellement, nous sommes 60 000 salariés à travers le monde. Nous sommes structurés en 24 sections partenaires, dont MSF Luxembourg, qui composent le comité exécutif international, c'est-à-dire l'organe exécutif suprême de notre mouvement. Nous avons aussi une quinzaine d'autres bureaux de représentation avec des tâches spécifiques dans d'autres pays dans le monde. Et puis, je dois prendre les chiffres de 2020 parce que le rapport annuel 2021 est en train de se faire, mais en 2020, nous avons eu des missions dans 88 pays dans le monde entier. Et pour la première fois de notre histoire, nous avons dû intervenir dans le contexte du Covid dans des pays occidentaux comme les États-Unis, la France, la Belgique, l'Italie ou l'Espagne. Et peut-être Marc certainement fera une référence à ça. Actuellement, notre chiffre d'affaires, et ça c'est frais du four d'avant-hier, c'est le chiffre 2021, c'est 1,8 milliard d'euros, dont 97%, 97%, excusez mon français belge, 97% vient de dons privés. De dons privés de gens comme vous, des supporters, des personnes privées ou des entreprises. Et ce pourcentage, c'est fondamental pour nous parce que ça permet l'indépendance de Médecins sans frontières de tout pouvoir
politiques, économiques ou religieux qui pourraient dicter nos priorités opérationnelles. Ça nous permet aussi notre réactivité opérationnelle quand il y a une urgence quelque part dans le monde, et ça, Marc rentrera dans le sujet. Avant de venir à Marc, plus précisément, nous sommes au niveau des opérations, nous sommes structurés autour de 5 centres opérationnels basés en Europe, plus un centre qui est en train de se développer à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, à la base, nous sommes un mouvement humanitaire fondé en Europe, mais qui petit à petit s'est décentralisé et maintenant a un réseau, comme vous avez vu, partout dans le monde. Donc, voilà pour la petite intro. Mais maintenant, notre intervenant, donc je suis très content de t'accueillir, Marc. Donc, Marc Biot, c'est un médecin généraliste avec un master en santé publique par l'Université de Londres, obtenu en 1998. Il est actif chez MSF depuis 1989. Il a travaillé en Afghanistan, aux Philippines, au Mozambique. Par après, il était responsable de programme de MSF Belgique entre 1994 et 1997, de plusieurs programmes dans l'accord de l'Afrique, au Tchad, en Afghanistan. Puis, fin des années 90, et avec la venue des traitements antirétroviraux, il s'est spécialisé dans la prise en charge des personnes infectées par le VIH. Et il a travaillé pendant 9 ans dans l'implémentation de larges projets de ce type au Mozambique. En 2010, il a été responsable de programmes pour MSF en Afrique australe, en Inde et en Amérique latine, où il a développé des programmes au Venezuela, au Brésil et en Bolivie. Et depuis 2018, il est directeur des opérations au centre opérationnel de MSF à Bruxelles, où il est responsable de la gestion et les investissements opérationnels, ainsi que des projets d'urgence de MSF à travers le monde. Marc, bienvenue. Merci pour ta disponibilité. Je sais que tu sors d'une réunion d'urgence et qu'on devait commencer il y a 30 minutes et tu viens d'arriver, mais voilà, je pense que c'est ton quotidien. Marc, je pense qu'il y a un élément de ta biographie très important qui manque, parce que je pense qu'à certains moments, tu as été un expatrié de MSF Luxembourg à certains moments de ta carrière, n'est-ce pas? Affirmatif. Quand j'étais au Mozambique, on a commencé, je crois pendant 5 ans, j'étais avec Médecins sans frontières Luxembourg. Tout à fait, absolument. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi participer à certaines réunions au sein même du Luxembourg et me rapprocher aussi justement de toutes les personnes qui soutiennent et qui font vivre MSF Lux, comme on vous appelle. C'est plus court, effectivement. Nous-mêmes aussi, on le dit comme ça. Merci, Marc. Marc, tu vas me permettre d'être moi-même. Hein? Tu me connais, un espagnol avec un style très informel. Donc, mon idée, c'est, on a quelques questions sérieuses à te poser, mais je vais te lancer une après l'autre, 3-4 questions. Et puis, mais si j'ai déjà des questions du public dans le chat, je prendrai une ou deux questions du public, puis on revient vers toi et je vais essayer de gérer ce ping-pong plus ou moins de façon harmonieuse et encore en 5 minutes. Avant de questions plus avec un cadre sérieux, j'aimerais que tu mettes l'audience dans l'ambiance des opérations humanitaires. Et pour ce faire, on va reculer de quelques mois, on va aller quelques mois en arrière dans le temps, exactement au samedi 14 août 2021. 14h30 heure luxembourgeoise ou heure de Bruxelles, où il y a eu un séisme en Haïti d'une magnitude de 7,2. Et tout le monde connaît Haïti pour son contexte humanitaire, instabilité politique, économique. Quels sont les premiers moments, les premières heures d'un directeur des opérations de MSF quand tu entends ça? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous un peu. Merci Roger. J'espère aussi que mon son est bon. Au cas où je vois quelques problèmes de son, j'enlèverai la vidéo, mais je serai près de vous naturellement. Effectivement, oui, je me rappelle très bien, puisque à ce moment-là, j'étais de garde, entre parenthèses, vu que on est à 2 directeurs des opérations à Bruxelles, et donc mon collègue étant en congé, j'étais avec toute la vision sur le portefeuille. Et Haïti, on en avait discuté récemment, vu que à ce moment-là aussi, il y avait quand même de gros troubles au centre même de Port-au-Prince, la capitale, dans lequel l'hôpital où nous travaillons pour donner des soins d'urgence et de stabilisation des blessés, a été pris par un des gangs de mafia. Et donc à ce moment-là, nous avons dû changer de localisation, nous avons pu heureusement sauver tout le matériel et nous n'avons pas eu de dégâts humains. Mais donc, on était hautement sensibilisés sur ce qui se passait en Haïti et hélas, les malheurs s'accumulent pour ce pays. Et je dirais donc effectivement, on était avertis de ce tremblement de terre.
Maintenant, ce qui se passe, c'est que première effectivement, réflexe qu'on a, c'est d'abord la confirmation, d'abord de l'ampleur des dégâts, de voir un peu effectivement aussi peut-on avoir des informations qui sont propres à nous et qui ne sont pas potentiellement déjà utilisées ou politiquement, je dirais, filtrées par l'un ou l'autre parti qui en aurait l'intérêt. Heureusement, je dirais, justement pour ce tremblement de terre-là, nous avions une équipe sur place dans un endroit perdu, puisqu'il y avait 3 ans auparavant, 4-5 ans auparavant, il y a eu aussi un cyclone qui avait touché cette partie d'Haïti et a été fortement. Donc, on a développé une réponse à l'urgence et puis on s'est incrusté dans cette région-là pour des services de santé maternelle et enfantin. À ce moment-là, donc on a pu directement recevoir l'information et la première information qu'on a, c'est d'abord comment va notre équipe et comment va notre personnel pour pouvoir, d'un côté, s'assurer que nous ne sommes pas nous-mêmes victimes, mais secondo aussi pour voir est-ce qu'on a une capacité de répondre. Et pour cet exemple ici très spécifique, eh bien oui, effectivement, grâce au réflexe de notre coordinateur local, donc c'est une petite anecdote que je raconte et qui est quand même assez sensible, il a senti les secousses venir et il a arraché tout le monde de leur sommeil. C'est un dimanche, je crois, si je me rappelle bien, matin tôt, 7 heures du mat chez eux ou 6 heures du mat, et donc il a dû sortir tout le monde de la maison où il logeait avant que justement le toit s'effondrait. Donc on a quand même aussi, nous, été partiellement impactés, ce qui est quand même rare, je dirais, vu qu'on était très proche de l'épicentre. Première chose à faire, naturellement, c'est d'abord essayer de comprendre l'ampleur des dégâts. On a une équipe qui travaille avec un système GIS, donc là aussi on essaye de bien cibler, avoir les bonnes cartes présentes et on essaye d'obtenir les informations aussi bien au niveau de la capitale qu'à travers les équipes. Heureusement, dans la plupart de ces pays où l'insécurité règne, nous pouvons aussi faire face aux imprévus de la communication. Et normalement, dans des zones impactées par un tremblement de terre, il y a des ruptures de communication, les lignes téléphoniques sont arrachées et donc nous utilisons des téléphones satellites. Donc on a pu d'un côté se confirmer que notre équipe était saine et sauve, secondo, commencer à voir l'ampleur des dégâts autour de nous dans je dirais l'environnement direct et alors d'essayer de comprendre à travers les heures quel est l'impact plus large et c'est ça, je crois qu'on a pu seulement comprendre des jours après, vu qu'on n'était pas non plus quand même une zone très reculée. À ce moment-là, ce qu'on essaye de comprendre aussi, alors effectivement, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, quelle est notre valeur ajoutée? Et c'est là où il est très important que Médecins sans frontières se base sur une évidence et dans laquelle on peut faire quelque chose et pas être présent pour être présent. Donc là, dans des urgences type tremblement de terre, il est très clair que d'un côté, il y a ou bien des soins d'abord de dialyse, première urgence. Sachant la difficulté d'arriver jusque-là, nous avons mis ça de côté parce qu'il serait impossible pour nous pour arriver en dehors les 48 heures, je crois, pour faire de la dialyse sur place. Par contre, donc l'importance était à ce moment-là, et souvent c'est le cas donc de problématiques de santé environnementale, de l'eau, des latrines. L'apport d'eau pour les hôpitaux était essentiel et voir éventuellement qu'on puisse construire des structures temporaires, très temporaires même, pour sortir les patients des bâtiments qui pouvaient être endommagés par les tremblements de terre et par la secousse. Et donc, c'était le cas aussi, un gros hôpital qui, si je me rappelle bien, non, j'ai plus le nom en tête de l'endroit, c'est pas grave, mais donc en gros, à Caille, pardon, oui, c'est ça, l'endroit Caille, la ville de Caille, l'hôpital était lui-même, avait une façade totalement fendue et il fallait sortir les femmes de la maternité pour justement les sortir du danger potentiel d'un contre-coup et d'un collapse total du bâtiment. Ce qu'il faut voir aussi, donc effectivement, on a des kits, on a toute des scénarios urgence, niveau du shelter, de niveau de l'hôpital, de niveau de soins de la santé environnementale, pardon. Et alors aussi à ce moment-là, comprendre qu'est-ce qu'on a comme capacité de répondre au niveau ressources humaines et qu'est-ce qu'on a comme capacité avec du matériel. A-t-on un stock? Qu'est-ce qu'il y en a dans le stock? Qu'est-ce qu'on doit acheminer au plus vite, etc. Est-ce que grande question, est-ce que l'endroit où la catastrophe a eu lieu est-elle accessible? Comment est-elle accessible? On peut avoir un stock, mais les routes sont totalement croisées, ou bien par des problèmes de sécurité, et c'est le cas même pour sortir notre matériel de Port-au-Prince, on a dû faire toute une loupe, une boucle autour de Port-au-Prince
pour arriver à Port-à-Piment, là où on était, dû à l'insécurité même qui avait justement donc aussi fait arrêter notre programme de soins d'urgence à Port-au-Prince. Et donc, à ce moment-là, on essaye justement, en déant les heures et les jours qui suivent, de, un, comprendre l'ampleur, deux, décider de peut-on travailler avec le matériel qu'on a sur place? Doit-on envoyer un avion d'urgence? Et c'est ce qu'on a fait aussi. On a envoyé 1 ou 2 avions d'urgence aussi avec du matériel. Et à ce moment-là, comprendre aussi, oui, mis à part ça, comprendre, y a-t-il d'autres acteurs? Y a-t-il d'autres acteurs sur place? Quelle est la capacité du ministère de la Santé? Et quelle est la capacité des autres acteurs? Souvent, si c'est le cas aussi dans des catastrophes naturelles, on a une réponse locale potentiellement forte. Il y a beaucoup de réseaux de la Croix-Rouge ou des Croissants Rouges qui sont présents. Il y a beaucoup d'ONG ici et là qui sont présents. Et ce qui nous intéresse le plus dans ces moments-là, c'est justement quelles sont les populations négligées. Donc souvent, dans les catastrophes naturelles, vous n'allez peut-être pas voir MSF dans la zone la plus touchée, qui est souvent aussi celle qui est la plus médiatisée, mais on essaye de voir, et c'est ce qu'on a fait précisément là, on essaye de voir les autres populations qui sont dans la périphérie de l'impact ou donc de l'impact de la catastrophe naturelle, de voir justement si on ne doit pas faire quelque chose en urgence pour elles, puisqu'elles sont totalement hors des projecteurs. Autre chose, donc effectivement, dans un pays comme Haïti, où nous avons une cellule opérationnelle, nous avons des projets d'urgence et de maternité et de santé reproductive, l'information vient de par les équipes sur place. Et alors, on doit décider si oui ou non, l'équipe sur place a besoin de support, renfort, et si besoin est, si le pool d'urgence, notre fameuse machine de guerre, comme on l'appelle, le pool d'urgence est nécessaire d'intervenir. Ça a été le cas. Nos équipes en Haïti sont fortement demandées pour tous les autres besoins de base, et donc on a décidé d'envoyer notre pool d'urgence, qui sont des gens, une vingtaine de professionnels de santé et de logistique ou d'approvisionnement, même un responsable financier, un recruteur, par exemple, aussi savoir recruter au moment d'une urgence, rapidement, selon les normes, faire signer les bons papiers par les gens, leur faire signer les obligations morales et professionnelles de l'organisation. Tout ça sont des petits détails, mais dans lesquels on doit avoir une machine bien huilée. Et c'est ce qui s'est passé. On les a envoyés et on est en train de terminer la réponse entre le mois d'août et maintenant. Ils sont en train de sortir dans les dernières semaines du mois de janvier, justement après avoir clôturé leur réponse. Donc tout ceci, effectivement, c'est au démarrage, une sorte de task force se crée. Ça peut être une façon très routinière et très ad hoc si c'est une petite urgence. Si c'est une grande urgence, on crée une task force dédiée avec des personnes dédiées pour suivre à l'heure près et, je dirais, pouvoir concevoir une réponse à l'urgence adaptée. Merci Marc pour cette première réponse super complète. C'est sûr qu'intervenir en Haïti, c'est pas évident. C'est un contexte. Ici, c'est un désastre naturel, mais tu as un contexte d'insécurité quand même qui rend les choses encore plus complexes. Et voilà, avec toute l'histoire qu'on connaît. Plus tard, je te poserai certainement une question qui intéressera l'audience sur comment on opère dans des pays en conflit, dans des contextes en conflit et l'accès à l'espace humanitaire, que c'est un de nos défis. Mais je vais revenir un peu plus haut, au macro, au méta, parce que j'ai donné quelques chiffres qui démontrent qu'on est devenu une très grande organisation. Ça veut dire on a des outils de management, des choses sérieuses comme toute entreprise, et nous avons des gens du secteur privé dans l'audience. Comment ça se passe chez MSF, chez OCB, le processus de décision stratégique? Comment on définit une stratégie opérationnelle à 4 ans? Comment on met en action un plan, comment on exécute un plan d'action? Voilà, le cycle de projet, comment ça se passe un peu? Explique-nous. Merci Roger pour ta question. Donc, oui, on a donc effectivement tous les 4 ans, l'organisation développe un prospectus opérationnel. Ce sont donc les tendances, ce sont les priorités sur lesquelles on voudrait s'axer. En déant ce prospectus-là, effectivement, les projets se projettent et proposent à ce moment-là leur plan d'action. On essaye de le faire coller, vu l'insécurité des contextes. Au fond, les plans d'action sont faits pour 3 ans. Auparavant, nous avions, et là je parle d'il y a 5 ans, encore une vision moins longue, vu l'insécurité dans laquelle on se trouve.
mais on a quand même vu qu'il fallait, pour mieux pouvoir gérer les ressources dont on est responsable, de développer au moins une vision sur 3 ans dans laquelle on définit, quand on prend une décision, à partir du moment qu'on l'a défini aussi, la longueur, la durée d'un projet, selon les objectifs, selon la raison pour laquelle on est dans tel ou tel pays, et dans laquelle aussi on établit qu'à mi-parcours, il y aura ce qu'on appelle, nous, une table ronde, c'est-à-dire une réflexion de là où on se trouve avec les projets. On écoute les partenaires locaux avec lesquels on travaille, on écoute le personnel à l'intérieur du projet, à l'extérieur du projet. Et à ce moment-là aussi, on prend une décision d'effectivement faire clôturer le projet comme prévu dans les temps actuels, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou de prolonger l'action ou même d'augmenter l'ampleur. Donc, ce plan-là, effectivement, quand quelqu'un vient avec un nouveau projet qui cadre dans le prospectus opérationnel de 4 ans, à ce moment-là, il doit développer une note conceptuelle, un concept note, dans laquelle un groupe de travail technique va regarder et discuter avec les protagonistes de la proposition. Donc là, je parle des départements logistiques, des départements médicaux, et il y a l'approvisionnement qui doit prendre en compte, parce que selon le type d'activité qu'on veut faire, la région où on est, l'approvisionnement peut être plus cher, moins cher. Et alors, on va traduire cette proposition-là dans un frame de ressources en RH et en finance, avant donc de donner le feu vert. Donc, il y a quand même toute une phase de préparation assez longue pour des projets multi-annuels, structurels, comme j'essayerais de les appeler. Ce qui veut dire, ce que je veux dire là-dessus aussi, c'est qu'il y a une différence entre un projet d'urgence, comme le cas d'Haïti. Là, on prend des décisions en déant l'heure, s'il le faut, ou en déant la demi-journée ou la journée. Tout dépend effectivement de l'urgence du besoin de décision. Au cas d'urgence aussi, on sera plus rapide. On n'aura pas le groupe de travail qui va s'instaurer. Là, on a des équipes professionnelles indépendantes et très autonomes dans lesquelles ils doivent pouvoir décider une approche X, Y, Z. Ça peut tomber hors du cadre je dirais donc des plans qu'on a établis sur 4 ans, mais ça doit par contre répondre quand même à des critères humanitaires, médicaux. Et donc là, je ne sais pas si on peut montrer maintenant, je voudrais présenter 3 cercles. Les 3 cercles qui justement donc montrent les intérêts principaux de notre action, qui sont donc d'abord de répondre aux besoins des populations, je dirais donc des besoins médicaux et des besoins et des demandes médicales, donc le cercle rouge que vous voyez là. Donc là, écoutez, effectivement, on est une organisation qui regarde les besoins médicaux, mais nous devons rester aussi, je dirais, très ouverts aux demandes médicales. Il y a une nuance que je ne vais peut-être pas élaborer ici vu le temps, mais qui est importante, puisqu'on peut parfois vouloir avoir de très bonnes intentions, mais ne pas être compris parce que les gens veulent autre chose. Et c'est là-dessus toute cette nuance qu'on doit aussi savoir jouer. Naturellement, on veut adresser la problématique aussi chez les populations les plus vulnérables, souvent les négligées, les exclus. Comme j'en parlais justement à Haïti aussi, on essaie de regarder dans la périphérie plutôt que là où tout le monde travaille. Et alors, définir aussi une action où l'impact médico-humanitaire est le plus important. J'insiste sur l'approche aussi médicale et humanitaire, puisque donc on a une action par définition médicale, on est Médecins sans frontières, mais par contre, on doit aussi garder cet élément humanitaire en place, c'est-à-dire qu'on va mettre l'humain, on va mettre le patient au devant des structures. Et c'est peut-être là aussi où une grande différence entre un ministère de la Santé ou d'autres ONG de développement qui veulent préserver un système, un continuum de développement qui est en cours. Et il est très important d'avoir ces acteurs-là aussi, mais dans une crise, dans un élément justement où il y a des populations exclues, nous préférons de plutôt mettre le patient, l'humain, en face et d'adapter le système aux besoins aigus ou pas de la population dont nous parlons, plutôt que de forcer la population à s'adapter au système et dans lesquels elles peuvent être exclues pour des raisons politiques, des raisons économiques ou des raisons donc de catastrophes naturelles. Donc je crois pour nous aussi, si on arrive toujours à trouver ce centre là où les 3 cercles se rencontrent, on est sûr d'être justement dans notre zone je dirais, de prédilection et notre zone de priorité. Voilà.
Merci Marc, mais c'est quand même difficile au niveau personnel de prendre la décision d'une stratégie de sortie. Quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on sort d'un endroit avec des équipes qui ont été engagées sur place envers nos patients. C'est un des dilemmes un peu au sein du mouvement MSF. On est une organisation d'urgence, mais voilà, il y a des projets structurels. On est dans certains contextes depuis des décennies même. Comment tu vis ça, toi? Comme directeur des opérations, je sais que la décision ne retombe pas uniquement sur toi, évidemment, mais… Oui, bien que quelque part à la fin, c'est quand même moi qui dois décider on arrête ou on n'arrête pas. Et donc, quelque part, moi aussi, de challenger les équipes, pourquoi vous voulez continuer. Mais je crois que là aussi, on a fait un énorme travail dans les dernières 5 ans, dans lequel aussi on est beaucoup plus clair dans, quand on commence quelque chose, quels sont les objectifs premiers que nous voulons adresser. Naturellement, quand vous vous trouvez au centre de la DRC, donc de la République démocratique du Congo, il est très clair qu'il y a tellement de problématiques et tellement de faiblesses structurelles dans ce pays au niveau de la santé qu'on pourrait y rester 20 ans, 50 ans, un siècle, je dirais, on aurait toujours du travail à faire. C'est pour ça qu'il faut toujours bien définir quel est notre ancrage, quel est le point focal entre les trois cercles de nouveau que nous voulons adresser, être très clair envers les partenaires que ce sont ces priorités-là que nous voulons adresser, et alors effectivement aussi de bien suivre la progression. Entre-temps, il n'empêche pas que nous devons aussi montrer cette évidence et travailler éventuellement à la source, en amont de ces problèmes-là, pour que des changements structurels puissent être adressés. Quand je pense effectivement au travail qu'on a fait autour du VIH et de la tuberculose, nous n'avons pas seulement traité des gens, nous avons aussi développé des modèles qui rendaient l'accessibilité au traitement et la prolongation du traitement à vie possible dans des populations très éloignées des centres de santé. La structure de santé offrait un système, ne se remettait pas en question. Médecins sans frontières, comme un acteur médico-humanitaire, a réfléchi comment adapter le système de santé pour justement favoriser l'accès et la continuité du traitement au patient, à l'humain qui est devant nous. Et donc, je crois que c'est là où on essaye de répondre. Mais à un certain moment, oui, nous ne pouvons pas continuer à grandir et répondre à toutes les urgences potentielles du monde dans le futur sans devoir à un certain moment dire, voilà, on a fait notre travail, on doit s'arrêter. Mais de plus en plus, nous ne parlons pas tellement de fermeture de projet, mais d'atterrissage de projet. Et donc, c'est selon le moment où on atteint les objectifs, où on définit les objectifs, on les atteint, et on essaye quand même toujours aussi de trouver, si besoin est, un partenaire à reprendre les activités que nous laissons derrière nous. Parfois, il faut former le partenaire, parfois, il faut l'attendre, ou parfois, si on ne trouve aucun autre partenaire, on doit encore aussi quand même mettre de la visibilité et de la communication autour du moment où nous partons. Et tout ça prend du temps. Et donc, je parlais plutôt d'atterrissage de projet plutôt que de fermeture. Super, Marc, merci. Je vais déjà prendre une ou deux questions du public que j'ai ici sur le chat. Je vais prendre une première… enlever la dia aussi, comme ça c'est plus… non, je ne sais pas s'il le faut. Pardon Enlever la dia. Oui, comme ça on se voit plus facilement. Voilà. J'ai deux questions sur le chat et j'invite l'audience à envoyer vos questions, comme ça on peut basculer. Et puis après ces questions, Marc, je vais te poser des questions plus pratico-pratiques quand on arrive sur le terrain pour que les gens imaginent. Mais j'ai une question d'Abdoulaye qui aimerait connaître la stratégie de MSF pour l'adaptation à l'approche Nexus humanitaire. C'est aussi un sujet très controversé, très discuté dans notre mouvement, que c'est le lien entre l'urgence, la réhabilitation et le développement et qui fait beaucoup d'actualité dernièrement. Et après, je prendrai une question de Karl. Je m'attendais à cette question parce qu'elle est très courante et elle est très normale et elle est très logique. Le Nexus, effectivement, c'est donc toute cette réflexion et l'approche dans laquelle on essaye de combiner une réponse à l'urgence à travers les partenaires de développement, et je crois que c'est très important. Pour Médecins sans frontières, on a vu ce monde changer et je pourrais peut-être prendre en exergue je dirais par exemple la réponse à l'épidémie d'Ebola qu'il y a eu au Kivu, à l'est du Congo, autour de 2000, si je me rappelle bien, donc 2018 et 2019, et dans lequel on a été justement témoin de l'avantage et de la capacité de réponse du Nexus. Donc là, je vois effectivement une réponse de l'urgence Ebola qui a été totalement, je dirais, renforcée
par une présence des acteurs qui sont dans le développement, aussi en train de pousser le développement. Je pense à la Banque mondiale, je pense à l'OMS, je pense au ministère de la Santé, qui a vraiment décidé, bon, on met les bouchées doubles et on se renforce et on coordonne le mouvement. La problématique que nous voyons là, c'est que on va essayer de mettre trop la survie du système, le renforcement du système en exergue et en priorité, et on oubliera justement à quel détriment ça peut être, ça peut avoir lieu envers le patient qui, dans un conflit ou dans une crise médicale, quelque part, est pour nous une priorité. Dans une crise à l'Ebola, donc une épidémie d'Ebola, il est beaucoup plus important, selon nous, de penser patient plutôt que système. Et donc d'être pragmatique, de mettre de côté éventuellement certains règlements ministériels, puisqu'en temps de crise, on doit avoir les mains libres pour pouvoir répondre au plus efficace possible. Une autre complexité que nous voyons à travers justement le Nexus et tous les autres acteurs dans la réponse à l'épidémie d'Ebola, c'est que ces partenaires n'étaient pas neutres. On est dans une population très fortement revendicatrice et en opposition au gouvernement actuel. Donc, quand vous vous représentez ensemble avec le ministère de la Santé, vous êtes vu comme je prends parti pour. Ce que nous ne voulons pas faire. Nous avons notre neutralité, notre impartialité, notre indépendance d'action à préserver, justement pour pouvoir donner cette aide aux populations exclues politiquement, économiquement, etc. Et donc, c'est là où, quelque part, nous devons rester proches, nous devons pouvoir renforcer potentiellement, mais nous avons décidé, comme Médecins sans frontières, de rester en dehors et de n'être qu'un observateur de toutes ces actions présentes. Nous n'allons pas dédoubler les actions si ce n'est pas nécessaire, nous allons renforcer leurs actions, mais nous voulons bien montrer que nous n'avons pas de lien politique ou économique avec les acteurs, je dirais, prénommés, vu que ces acteurs sont potentiellement la source même d'insécurité. Et nous avons vu certains camps d'Ebola, de camps de traitement d'Ebola, qui ont été brûlés par la population. MSF a été prise je dirais, en point de mire aussi, du fait de la confusion, puisqu'on travaillait dans un centre Ebola créé par le ministère de la Santé. Et donc, ce qu'on a fait est peut-être intéressant de nouveau pour parler, justement, on va alors au-delà de la zone de mire, c'est qu'à un certain moment, comme il était trop complexe pour nous de continuer à rester indépendants et répondre, que nous voyons que l'épidémie était plus ou moins sous contrôle, quelque part, nous avons décidé de donner un soutien aux districts périphériques, parce que dans les districts périphériques, qu'est-ce qu'on avait vu? La majorité du personnel de santé était venu travailler dans la réponse à l'Ebola, et par contre, donc, les structures périphériques tombaient sans personnel adéquat, et nous avons décidé de donner un coup de main plutôt à ces districts-là. Merci Marc, tu as expliqué un concept assez complexe, notre positionnement très clairement. On me dit que déjà que 10 minutes, donc je vais prendre, j'ai 3 questions de Karl et Seydou qui sont plus pratiques dans notre fonctionnement et une plus structurelle de Erwan. Donc d'abord, Karl nous demande quel est l'apport des nouvelles technologies dans notre réponse humanitaire, où on pourrait ajouter comment on a évolué dans ces 50 ans d'expérience, et même si tu es encore un petit jeune, mais tu as été... You've been around pour une trentaine, non? La moitié de ça. Donc, les technologies, oui. Ben, écoutez, moi, quand j'ai commencé, on avait des communications par VHF, par radio VHF. Maintenant, voilà, je vous parlais des téléphones satellites. Donc, c'est déjà un immense changement. On peut avoir de l'évidence, on peut avoir des photos, on peut avoir un contact direct avec les équipes sur place. Ce qu'il faut faire attention, c'est que naturellement, ça ne devienne pas trop lourd et qu'on ne renforce pas une bureaucratie inutile là-dedans. D'un autre côté aussi, les technologies, je pense au médical, mais voilà, si auparavant, dans mes premières missions en Afghanistan, on travaillait sur des soins de santé primaires, on a vu qu'il y a beaucoup d'autres ONG qui font des soins de santé primaires. MSF s'est beaucoup plus focalisé maintenant sur les soins secondaires. Donc, on est dans des hôpitaux secondaires ou parfois même tertiaires et qui sont effectivement donc souvent beaucoup plus complexes à gérer et dans lesquels des stratégies ou des techniques difficiles doivent être mises en place. Si auparavant, quand on travaillait dans des hôpitaux chirurgicaux, on parlait de stabilisation externe, actuellement, pour des fractures et autres, on travaille avec des techniques de traitement interne. Donc, effectivement, je crois aussi au niveau médical. Au niveau, je dirais, je n'oserais pas effectivement parler des moyens de communication, des moyens de support informatique que nous avons. Il faut toujours rester très pragmatique là-dedans.
Nous ne sommes pas des bureaucrates sans frontières, nous sommes des gens sur le terrain. Et donc, il faut favoriser quand même d'abord et avant tout un accès direct à la population et ce témoignage direct à la population. Et c'est très important pour Médecins sans frontières, c'est que nous pouvons témoigner de ce que nous voyons et laisser témoigner, laisser parler justement le patient, la population qui est dans la crise actuelle ou le personnel de santé qui fait face aux besoins. Et je crois que c'est là justement notre force de frappe, notre caractéristique. On doit pouvoir continuer à présenter l'action, mais le témoignage en direct. Et cela fait souvent fi de moyens technologiques. Il faut une proximité. Il faut une proximité de cœur, il faut une proximité d'action, il faut une proximité physique. Et donc, tout ça aussi, effectivement, il faut avoir le right mindset. Il faut avoir une volonté de casser les barrières, d'être sans ces frontières-là aussi et d'être avec la population. Merci, Marc. Il y a Seydou qui demande, qui est un membre de notre conseil d'administration chez MSF Luxembourg, si nous avons une stratégie standard formelle de… Ah bah, la question vient d'être effacée, mais formelle de collaboration avec d'autres partenaires dans des zones en conflit. Comment ça se passe? Donc oui, pour les zones en conflit, il faut toujours voir d'abord effectivement qui sont les partenaires. Mais nous ne pouvons pas nous imaginer de travailler sans partenaires. Maintenant, je dirais même, voilà, même avant que les talibans prennent le contrôle du pays, de l'Afghanistan, nous étions en train de travailler avec des médecins qui étaient du côté taliban. Nous les renforcions en capacité technique et en personnel et autres, puisqu'ils étaient responsables de la population dans laquelle ils étaient. Donc, voyons pragmatiquement. Maintenant, notre neutralité nous impose aussi qu'on travaille des deux côtés. Et donc, je crois que c'est là la balance où on fait. Si par contre, on travaille d'un côté, qu'il est uniquement possible de travailler d'un côté d'une crise, par exemple, nous ne ferions aucunement aussi différence, et ça c'est une exigence qu'on a naturellement, aucunement de différence entre une personne avec une vision politique différente d'une autre. Donc de là l'impartialité aussi. Maintenant, oui, donc il faut toujours voir effectivement quelle est l'image que rapporte la collaboration avec l'un ou l'autre partenaire. Ce qui nous intéresse, c'est la population et au moins aussi l'indépendance de notre décision opérationnelle qui ne sera pas mise je dirais, en danger. Tu as évoqué l'Afghanistan et nous avons une question d'Erwan Loquet, que c'est un de nos ambassadeurs MSF ici à Luxembourg, qui aimerait savoir quelle est la situation actuelle en Afghanistan et la présence de MSF. On est une des peu d'organisations qui sont restées après l'évacuation. Et il veut savoir par rapport au risque que MSF se substitue aux infrastructures étatiques. Et ça, ce n'est pas seulement peut-être le cas en Afghanistan. Je ne suis pas sûr si, bon, voilà, donc la situation est comme telle, il y a une crise sanitaire, une crise économique, une crise politique, une crise économique, donc financière, une crise à tout niveau dans ce pays. Et il n'y a plus une population qui voit leur cadre disparaître, partir du pays. On a un brain drain très important, une fuite de cerveau très importante de ce pays, que je peux comprendre, que je ne condamne pas, mais d'un autre côté, c'est une réalité. Les techniciens qui étaient au rouage d'un gouvernement ou d'un pays sont en train de partir. Donc, la crise financière actuellement aussi fait que les hôpitaux ne sont plus financés. Heureusement, il y a des organisations comme la Croix-Rouge qui ont décidé de reprendre certains financements internationaux pour faire fonctionner la moitié des hôpitaux en Afghanistan. Ce que nous avons, c'est que nous sommes en train de travailler en 5 endroits différents, avec 6 centres hospitaliers que Médecins sans frontières soutient en Afghanistan et dans lesquels nous continuons nos soins. Donc, ce qui est important, ce ne sont pas des nouveaux soins, ce sont une continuité de soins qu'on a continué à donner avec qualité. Et nous ouvrons un 7e centre à Kaboul, justement, vu la crise nutritionnelle. La population est en plein hiver et à faim, et donc il y a de plus en plus d'enfants mal nourris. Nous ouvrons un hôpital nutritionnel. Nous renforçons un hôpital du ministère de la Santé, avec dans sa capacité de réponse à la crise nutritionnelle auquel le pays fait face.
Merci Marc. Une question que je te disais au début, on avait parlé d'Haïti, un désastre naturel. Est-ce que tu peux nous raconter une opération dans un contexte de conflit qui a été ou qui est toujours particulièrement difficile pour MSF pour intervenir de nos jours? Vu le temps, je pense directement à l'Éthiopie, naturellement, c'est très actuel aussi. Donc, la crise au Tigré, la guerre du Tigré, nous étions présents au Tigré, nous ne sommes plus présents au Tigré. Nous avons 3 collaborateurs qui ont été assassinés, on peut dire le mot, ils ont été tués. C'est une infirmière espagnole et 2 collaborateurs éthiopiens qui ont été retrouvés à côté de la voiture. Donc, l'enquête est encore en cours. Par contre, quelque part, donc, nous avons dû nous retirer pour cette raison-là aussi, mais aussi pour d'autres raisons. Il était totalement impossible pour nous d'encore amener et d'assurer l'approvisionnement en matériel, en ressources humaines et même en argent. Nous ne pouvions plus acheminer des ressources financières pour soutenir les actions que nous avions au Tigré. Entre-temps, nous avons eu aussi pendant 1 mois à Addis Abeba notre personnel éthiopien mis en prison. Là, par contre, donc on n'était pas seul. D'autres organisations humanitaires telles que Save the Children, que la Croix-Rouge, ont eu des mêmes problèmes. Et je nomme ceux-là sans avoir de preuves, mais on s'y était ou pas. Mais en gros, il y a eu plein d'autres acteurs humanitaires qui ont eu effectivement donc du staff en prison pour on ne sait quelle raison. Nous soupçonnons effectivement qu'il y avait un régime en crise, qu'il y avait un régime qui soudainement se sentait acculé. Il y avait une progression à ce moment-là des forces de l'opposition. Et donc, on a dû même aussi, je dirais, donner accès à nos ordinateurs pour être sûr qu'on ne faisait aucun travail d'espionnage. Nous avons pu garder, par contre, comme seule organisation donc, de Médecins sans frontières, les Espagnols sont encore donc nos collègues espagnols sont encore avec toutes leurs opérations arrêtées. Nos collègues hollandais ont été demandés d'arrêter leur action. Ils ont pu recommencer leur action, mais ils ne peuvent pas envoyer de personnel. Il n'y a plus d'ambassade qui octroie des visas en Éthiopie, en Europe, ni de l'argent. Donc, ils sont aussi pour le moment en stand-by. Et nos opérations dans des zones moins politiquement chaudes en Éthiopie, nous permettent de survivre, d'avoir un pied opérationnel en Éthiopie. Mais nous avons fait face aussi à une population qui a été haranguée par des courants politiques qui leur montraient que les humanitaires étaient non neutres, avaient choisi un camp, étaient contre le gouvernement. Et donc, nous avons dû faire face aussi nous étions nous-mêmes dans un jeu politique et dans un jeu, je dirais, médiatique. Et il est très important là de garder d'un côté notre vision très claire, notre message très clair, qui nous sommes, ce que nous faisons, montrer que nous ne faisons aucune différence, que nous sommes là pour les patients, mais dans un jeu de guerre moderne, hélas, et un jeu médiatique, il est très clair que ça demande énormément de concentration, de discussion. Que dit-on? Quand dit-on quelque chose? Que fait-on? Que peut-on faire? Et actuellement, donc, c'est une des situations, je crois, les plus sensibles et les plus difficiles à gérer. Merci Marc. 2 questions pour la fin, si je veux paraître un gardien du temps plus ou moins sérieux. Le changement climatique, c'est la question sociétale de notre génération et malheureusement des générations à venir. Médecins sans frontières, dans les 2 dernières années, le débat autour de la changement climatique, ce que nous on appelle la santé planétaire, l'impact du changement climatique dans la santé publique, a pris beaucoup de momentum dans notre mouvement. Comment tu vois les choses par rapport à la question de la santé planétaire, de ce que Médecins sans frontières devrait faire? Luxembourg est assez actif dans ce volet et va l'être si tout va bien. Donc, quel est ton input sur cette question? Il y a, je crois, 2 angles à cette question. D'un côté, il y a comment nous fonctionnons et comment pouvons-nous réduire l'empreinte carbone de nos actions. Et donc là, Médecins sans frontières, tout le mouvement s'est inscrit à une promesse de diminuer notre empreinte carbone de 50% pour 2030. Comment nous allons y arriver? Nous ne le savons pas encore. Il est très clair que nous allons devoir mettre les bouchées doubles, mais on est clairement et très sûr qu'en mettant ces ambitions hautes,
ça va nous pousser à faire bouger des choses. Et il y a déjà des petits moyens qu'on pourrait, et je ne pense pas uniquement à des panneaux solaires, c'est aussi du comment on commande du matériel, à quelle fréquence on commande du matériel, retrouver des suppliers, donc un approvisionnement plus local. Toutes ces choses-là peuvent amener effectivement à diminuer notre empreinte carbone. Et pour nous atteler à cette tâche, immense tâche, nous avons maintenant justement signé un contrat, mis à part, donc il y a les Suisses et les Français qui l'ont déjà fait maintenant, MSF Belgique a aussi souscrit un contrat avec une organisation spécialisée dans l'étude de l'empreinte carbone et de proposer justement des approches de comment faire diminuer sur l'année notre empreinte carbone. Il s'appelle la CAA, c'est la Carbon Activities Accelerator. Et donc, si je me rappelle bien, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, elle nous permettra d'avoir une objectivité dans les mesures qu'on met en place, d'avoir une aide professionnelle par des professionnels de la matière pour nous guider et nous recommander des actions. Ce qui n'empêche, c'est que oui, nous allons encore envoyer des gens en avion, oui, nous allons encore envoyer du matériel en avion, oui, nous allons encore répondre à des urgences, mais nous pouvons, je crois, moduler, et c'est dans tout ce mouvement-là que nous sommes aussi engagés avant même qu'on a lié ça à l'environnement, je dirais. On développe, j'en avais déjà un peu parlé, des centres, je dirais, régionaux dans lesquels on fait grandir du personnel national et régional à des postes de middle management ou de high management aussi, avec beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus, je dirais, de capacité donc de répondre à travers le réseau. L'approvisionnement, autrefois centralisé en Europe, est maintenant aussi beaucoup plus décentralisé. On y gagne beaucoup. Mais mis à part cela aussi, je crois que donc il y a naturellement aussi notre témoignage et dans l'action même, nous allons naturellement devoir secourir plus souvent, des populations qui sont victimes de changements climatiques, aussi bien à travers des inondations ou des sécheresses, la nutrition, mais aussi, par exemple, des populations qui fuient leur endroit, qui deviennent migrants. Et donc, on parle là de toute la crise migratoire. Je crois que là, Médecins sans frontières, sans devenir un acteur du climat, en tout cas, sans le devenir, nous devons amener de nouveau sur le plateau et de la visibilité la souffrance des gens, faire des liens directs à la causalité, pourquoi telle et telle personne ont quitté leur mouvement, pourquoi telle et telle personne sont mortes, et de justement donner ces informations aux organisations qui ont la capacité d'analyser les raisons et faire des liens cause à effet entre le climat et la catastrophe humanitaire dont nous faisons face. Notre responsabilité est de témoigner de ce qu'on voit et d'éventuellement donner l'évidence aux agences qui ont la capacité de faire les liens cause à effet. Merci Marc pour la clarté de ta réponse. Et la dernière pour la route, parce qu'on est déjà dans les prolongations et c'est un peu plus personnel. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager dans le travail humanitaire il y a presque 30 ans et qu'est-ce qui te garde motivé to keep on going pour être là dans le front line, dans la ligne de front du travail humanitaire et opérationnel de Médecins sans frontières? Ce n'est pas il y a presque 30 ans, c'est il y a 32 ans. Donc voilà, donc non, je suis plus vieux que je ne parais peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, non. Pourquoi? Vous savez, je crois que je pense d'abord, comme étudiant de médecine, j'avais effectivement cette idée de vouloir partir ou de devoir travailler dans des zones, je dirais, plus au niveau, développement, long terme et autres. Mais par contre, effectivement, mes chemins ont croisé avec Médecins sans frontières. La première mission que j'ai faite en Afghanistan m'ont convaincu. J'ai été témoin là, j'ai pu être un témoin privilégié d'une population qui m'a reçu comme leur hôte et comme leur comme leur comment on s'appelle donc you are my leur invité. leur invité, oui, c'est Oui, ça. Oui. Et donc, mais en gros, c'est vrai que donc j'ai pu, je dirais j'ai pu me rapprocher non seulement de mes patients, mais aussi de la souffrance plus globale. Et donc, ce qui m'a beaucoup apporté, qui m'a poussé à faire une maîtrise aussi en santé publique, c'est de réfléchir sur pas seulement le patient en individu, mais aussi alors la souffrance et la difficulté d'accéder à un traitement, à une santé au niveau populationnel et donc au niveau d'une nation ou d'une région. Et donc, c'est comme ça que je suis à ce moment-là, j'ai grandi dans l'organisation avec la santé publique. Et c'est un autre métier, où j'emploie ma base clinique, que je n'utilise peut-être plus trop, mais mes réflexes, je dirais, de médecin restent maintenant vivre avec une approche plus globale.
Ce qui me permet justement de rester motivé, c'est d'abord des actions qu'on fait, que je puisse suivre, grâce au soutien justement des donateurs comme vous, qui nous permettent justement de garder notre fraîcheur dans l'action, dans notre positionnement, notre indépendance de secourir la victime qui n'a pas la voix, qui n'a pas la visibilité, qui n'a pas l'accès au traitement et dans lequel nous voulons encore toujours remettre cet humain devant nous. Et là, je crois que c'est ça ce qui me garde motivé, puisque nous avons les moyens, nous nous sentons soutenus par vous et nous croyons quand même faire un impact et que c'est là où les trois cercles se rejoignent. Et je peux dire, en tout cas, moyennant les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, oui, c'est une grosse organisation qui a aussi une grosse organisation humaine qui n'est pas parfaite naturellement, comme ce serait triste même aussi. Mais par contre, je dirais, là, il y a les défis à adresser à l'intérieur de l'organisation et de garder le cap comme capitaine sur les trois cercles et le milieu des trois cercles. Ben, merci Marc pour ce témoignage personnel et très passionné qui nous a mené au cœur des opérations de Médecins sans frontières en 45 minutes et quelques poussières. Merci à l'audience pour vos questions et d'avoir suivi. Et il y aura une évaluation, vous allez recevoir une évaluation pour essayer d'améliorer. Médecins sans frontières va essayer de organiser une série de webinaires sur différentes thématiques médicales et humanitaires le long de l'année 2022. Donc, merci à tout le monde pour votre participation et à très bientôt. Et à la prochaine, j'espère. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.